Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où nous allons explorer ensemble le monde passionnant des transmissions numériques. Dans cette vidéo, nous nous pencherons sur un concept clé, la densité spectrale de puissance, DSP, du codage en ligne NRZ polaire. Pour comprendre comment l'énergie de l'information se répartit réellement sur le spectre. C'est parti. Après avoir étudié dans la vidéo CN 2.0 les différents codes en ligne et leur représentation en domaine temporel, puis introduit dans la vidéo CN 3.0 l'analyse fréquentielle des signaux et la notion de densité spectrale de puissance, nous poursuivons dans cette vidéo l'application de ces concepts aux signaux de communication numérique. Dans cette partie, nous allons nous intéresser plus particulièrement au codage en ligne NRZ polaire. À partir du modèle général du signal transmis en bande de base, nous établirons pas à pas l'expression de sa densité spectrale de puissance, en nous appuyant sur la relation de Bennett. Donc, l'objectif est de comprendre comment l'énergie du signal est répartie dans le domaine fréquentiel. Pourquoi le NRZ polaire ne présente pas de composante continue? Et en quoi sa structure statistique influence directement la forme du spectre? Ainsi, l'analyse de ces différents aspects nous permettra d'évaluer l'impact du codage sur la bande passante occupée ainsi que sur son aptitude à fonctionner efficacement dans des canaux de transmission réels. La densité spectrale de puissance obtenue constituera alors un outil fondamental pour comprendre et comparer les codages déjà étudiés, et servira également de référence pour l'analyse des autres codes que nous aborderons par la suite. Pour calculer la densité spectrale de puissance d'un code en ligne NRZ polaire, nous allons adopter une démarche structurée en 3 étapes simples et clairement définies. Tout d'abord, nous commençons par déterminer la transformée de Fourier X de f, de l'impulsion NRZ, aussi appelée impulsion de mise en forme. Cette étape permet de caractériser le contenu fréquentiel de l'impulsion élémentaire du signal. Dans un second temps, nous calculons la fonction d'autocorrélation R, A de M de la suite de symboles binaires associés au code NRZ polaire. Cette étape est essentielle, car elle décrit la dépendance statistique entre les symboles successifs. Enfin, en combinant les résultats obtenus aux 2 étapes précédentes, nous pouvons déterminer l'expression de la densité spectrale de puissance du signal en appliquant la relation de Bennett. Cela nous permet de relier directement les propriétés temporelles du code NRZ à sa représentation fréquentielle. Nous commençons par le calcul de la transformée de Fourier de l'impulsion élémentaire du code NRZ. La transformée de Fourier d'un signal temporel x de t, est définie par la relation générale suivante, x de f, est égale à l'intégrale, de moins l'infini, à plus l'infini, de x de t, multiplié par exponentielle, moins j de pi ft, d de t. Si on examine la forme temporelle de l'impulsion NRZ polaire, on peut déterminer les bornes de l'intégrale de la transformée de Fourier. D'après la figure, on constate que l'impulsion NRZ est nulle avant t, égale à 0, puis prend une valeur constante pendant une durée symbole, tb. Et redevient nulle après t, égale à tb. Autrement dit, l'impulsion NRZ est définie uniquement sur l'intervalle 0, tb. Afin de faciliter le calcul de la transformée de Fourier, nous allons effectuer une translation temporelle de l'impulsion NRZ polaire. Concrètement, l'impulsion est translatée vers la gauche d'une durée, tb sur 2. Ce qui permet de la centrer autour de l'origine temporelle. Après cette translation, l'impulsion NRZ polaire est définie sur l'intervalle, moins tb sur 2 à plus tb sur 2. Cette translation ne modifie pas l'amplitude du spectre, mais introduit uniquement un facteur de phase exponentielle. Le module du spectre, qui intervient directement dans le calcul de la DSP, reste donc inchangé. À ce stade du calcul, l'expression devient un peu plus compacte, mais aussi plus subtile d'un point de vue mathématique. Le calcul se poursuit sans difficulté particulière, mais il fait apparaître 2 expressions mathématiques qu'il est important de bien interpréter. Prenons donc quelques secondes pour les analyser, avant de finaliser l'expression de la densité spectrale de puissance. La première concerne l'expression du sinus. Pour pouvoir calculer correctement la transformée de Fourier, nous exprimons le sinus sous sa forme exponentielle complexe, en utilisant l'identité d'Euler, sinus, θ est égal à, exponentielle j, θ, moins exponentielle moins j, θ, divisé par 2j. Cette écriture est fondamentale, car la transformée de Fourier est naturellement formulée en termes d'exponentielle complexe. Elle nous permet donc de simplifier les intégrales et de rester cohérent avec le formalisme fréquentiel. Le deuxième point important concerne la fonction sinus cardinale. Lors du calcul de la transformée de Fourier de l'impulsion NRZ rectangulaire, on obtient une expression du type sinus pi, f, tb divisé par pi, f, tb. En apparence, au point f égale à 0, cette expression conduit à une forme indéterminée. Cependant, grâce à la limite bien connue du sinus cardinal,
on sait que le sinus cardinal de 0 est égal à 1. Cela garantit que le spectre est continu et fini à l'origine des fréquences. Physiquement, cela signifie que l'énergie du signal est principalement concentrée aux basses fréquences, ce qui est caractéristique du codage NRZ. Ces deux résultats mathématiques nous permettent donc de finaliser proprement l'expression de la transformée de Fourier, puis de passer au calcul de la densité spectrale de puissance du signal NRZ polaire. Finalement, l'expression de la transformée de Fourier de l'impulsion NRZ s'écrit sous une forme particulièrement simple, x de f est égal à tb, multiplié par sinus cardinal de f, tb. Après avoir déterminé l'expression de la transformée de Fourier de l'impulsion NRZ, nous pouvons maintenant passer à la deuxième étape du calcul de la densité spectrale de puissance. À savoir, l'autocorrélation de l'impulsion NRZ polaire. Commençons d'abord par préciser le format d'amplitude du code NRZ polaire. Dans ce type de codage, chaque bit est transmis sous forme d'une impulsion rectangulaire de durée t, b. Le principe est simple. On utilise deux niveaux symétriques autour de 0. Si le bit vaut 0, le signal prend une amplitude constante négative, moins A. Si le bit vaut 1, le signal prend une amplitude constante positive, plus A. Autrement dit, l'information binaire est codée uniquement par le signe de l'amplitude, tandis que la durée de l'impulsion reste inchangée. On peut résumer cette règle en une variable aléatoire A, L, qui prend la valeur moins, A ou plus, A selon le bit transmis. Cette définition est clé, car elle garantit que le signal NRZ polaire a une valeur moyenne nulle. Après avoir défini le format d'amplitude des symboles, nous allons maintenant introduire un outil fondamental pour l'analyse statistique des signaux numériques, la fonction d'autocorrélation. L'autocorrélation permet de mesurer le degré de similarité entre la suite de symboles et une version décalée d'elle-même. Autrement dit, elle quantifie la dépendance statistique entre deux symboles séparés par un certain décalage temporel. Dans notre cas, la suite NRZ est modélisée par une variable aléatoire, A, L. L'autocorrélation est alors définie comme l'espérance du produit entre un symbole et un autre symbole décalé de m période binaire. Mathématiquement, elle s'écrit R, A de m est égal à la moyenne statistique de A, L, fois L, moins m. Grâce à l'hypothèse de stationnarité de la séquence binaire, cette fonction ne dépend pas de l'instant d'observation, L, mais uniquement du décalage, m. Cette fonction d'autocorrélation jouera un rôle central dans le calcul de la densité spectrale de puissance, puisqu'elle constitue le lien direct entre la description temporelle du signal et son comportement fréquentiel. Après avoir défini la fonction d'autocorrélation de manière générale, nous allons maintenant nous pencher sur son application pratique. Pour bien comprendre ce que mesure cet outil, commençons par examiner le cas le plus simple, celui où le décalage est nul. C'est-à-dire que nous fixons le paramètre m égale 0. Dans cette configuration précise, la fonction d'autocorrélation ne compare plus le signal avec une version glissée de lui-même, mais elle compare chaque symbole avec lui-même. Comme vous pouvez le voir à l'écran, l'expression de l'autocorrélation se simplifie alors considérablement. Elle devient tout simplement l'espérance mathématique du carré de l'amplitude du symbole. Mathématiquement, on écrit donc R A de 0 est égal à la moyenne statistique de A, L au carré. Appliquons maintenant ce raisonnement à un cas concret de codage en ligne, à savoir le codage NRZ polaire. Dans ce schéma, notre source génère des symboles qui ne peuvent prendre que deux valeurs de tension, moins A, pour le bit 0 et plus A, pour le bit 1. Si l'on regarde de plus près le carré de ces amplitudes, on remarque une propriété intéressante. Que le symbole soit négatif ou positif, son carré, A, L au carré, sera systématiquement égal à A au carré. Comme vous le voyez dans ce tableau, pour le bit 0, l'amplitude est moins A, donc le carré est A au carré. Pour le bit 1, l'amplitude est plus A, donc le carré est également A au carré. Chaque symbole a une probabilité d'apparition de 1/2, car nous considérons ici qu'ils sont équiprobables. Passons maintenant au calcul numérique. En appliquant la définition de l'espérance à nos données, nous sommons les produits des carrés des amplitudes par leurs probabilités respectives. On obtient donc 1/2 de A au carré plus 1/2 de A au carré, ce qui nous donne un résultat final de A au carré. Pour ce cas précis, l'autocorrélation au décalage nul, R, A de 0, est égal à A au carré. Retenez bien ce résultat, car il confirme que dans un codage NRZ polaire, la puissance totale du signal est directement liée au carré de l'amplitude de l'impulsion. Après avoir vu le cas du décalage nul, examinons maintenant ce qui se passe lorsqu'm est différent de 0. Ici, nous ne comparons plus un symbole avec lui-même, mais avec un autre symbole émis précédemment dans la séquence. Détaillons les interactions entre deux symboles décalés,
AL et AL-M puisque chaque bit a une probabilité de 1/2, toute paire de symboles a une probabilité de 1/4 d'apparaître. Analysons le produit, A, L fois, A, L-M, pour ces 4 combinaisons, si nous avons deux symboles identiques, 0, 0 ou 1, 1, le produit est positif et vaut plus A au carré. À l'inverse, pour les combinaisons mixtes, 0, 1 ou 1, 0, l'une des amplitudes est négative, ce qui donne un produit de moins A au carré. Calculons maintenant l'espérance mathématique, qui est la somme de ces produits pondérés par leur probabilité, E de A, L fois A, L, moins M, est égal à, plus A au carré sur 4, moins A au carré sur 4, plus A au carré sur 4, moins A au carré sur 4. On voit immédiatement que les termes s'annulent 2 à 2. Ta est 0. Ce résultat confirme que pour un codage NRZ polaire, il n'existe aucune corrélation entre les symboles dès qu'un décalage est introduit. Physiquement, cela signifie que la connaissance du bit actuel ne vous donne aucune information sur les bits précédents ou suivants. Maintenant que nous avons analysé les comportements statistiques, résumons l'autocorrélation de notre codage NRZ polaire. Pour un décalage nul, M égale 0, l'autocorrélation vaut A, au carré. Comme le carré de chaque symbole, moins, A ou plus A, donne toujours A, au carré, cette valeur représente la puissance moyenne du signal. Pour un décalage non nul, M différent de 0, l'autocorrélation est nulle. En effet, les combinaisons mixtes et identiques s'annulent parfaitement car les symboles sont indépendants et équiprobables. L'expression finale se résume à cette fonction simple, R, A de M est égal à A, au carré pour M, nul, et 0 pour M, non nul. Nous arrivons à l'étape finale de notre étude. Pour trouver la densité spectrale de puissance P, de F, du code NRZ polaire, nous allons combiner deux résultats fondamentaux en utilisant la relation de Bennett en bande de base. D'un côté, le domaine fréquentiel, étape 1, nous utilisons la transformée de Fourier de l'impulsion NRZ élémentaire, notée x de f, qui est une fonction sinus cardinale, x de f, égale t, b fois sinus cardinal de f, t, b et de l'autre côté, le domaine statistique, étape 2, nous injectons notre résultat de l'autocorrélation, R, A de M, pour tout décalage. Le résultat final, étape 3, en multipliant le carré du module de la transformée de Fourier par l'autocorrélation à l'origine, nous obtenons l'expression de la DSP, P de f, est égale à A au carré fois T, B, fois sinus cardinal au carré de f, T, B. Pour conclure cette étude sur le codage NRZ polaire, récapitulons notre démarche. Étape 1, nous avons d'abord déterminé la signature fréquentielle de notre impulsion, sa transformée de Fourier, qui suit un sinus cardinal. Étape 2, nous avons ensuite analysé sa structure statistique à travers l'autocorrélation. Nous avons prouvé que pour un décalage nul, elle vaut A, au carré, et qu'elle s'annule pour tout décalage M, non nul, confirmant l'indépendance des symboles. Étape 3, enfin, en injectant ces résultats dans la relation de Bennett, nous obtenons la densité spectrale de puissance finale, P de f, égale à A au carré fois T, B, fois sinus cardinal de f, fois T, B. Cette expression est l'outil fondamental qui vous permettra de calculer la largeur de bande nécessaire et d'optimiser vos systèmes de transmission. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de consulter les autres vidéos de la série pour approfondir les autres types de codage en ligne. À bientôt.